Bonjour tout le monde. Donc, dans cette deuxième séance, toujours concernant le premier axe, la maîtrise des risques électriques, on va voir maintenant donc, les mesures de prévention et de protection contre bien sûr les contacts directs et les contacts indirects. Donc ceci ne m'empêche pas à faire un petit rappel de ce qu'on a vu dans la première séance. Donc finalement les quatre facteurs qui ont un effet sur le corps humain sont le courant de contact, le courant liquide sur le corps humain. Deuxième, c'est la tension de contact, c'est la différence de potentiel entre, dans laquelle est soumis l'homme. Le temps de passage, bien sûr, le temps de passage de ce courant électrique et la résistance du corps humain. Donc il faut retenir concernant donc, ce courant de contact que si ce courant de contact est inférieur à 30 mA, bien sûr ici on a simplement une électrisation, à savoir certains picotements et ainsi de suite, alors que si ce courant de contact il dépasse 30 mA, donc dans ce cas-là on aura des effets irréversibles sur le corps humain. Donc, on parle ici d'une électrocution et les effets irréversibles sur le corps humain ils s'aggravent au fur et à mesure que le temps de passage augmente. Donc ces quatre facteurs. Concernant le temps, bien sûr la tension de contact, il faut retenir que cette tension de contact, elle diffère du type de milieu dans lequel on est. Mais en général, en alternative, on ne doit pas dépasser 50 volts. Une tension limite à ne pas dépasser. Dans la tension de contact, à ne pas dépasser, c'est 50 volts en alternative et 120 volts on continue. Et donc, finalement, donc les moyens de prévention et de protection donc, contre ces quatre paramètres, les moyens de prévention, on va tout faire pour diminuer donc, la prévention, quand on parle de prévention, donc c'est wiqaya, istibaqiya. Donc on va tout faire pour diminuer quoi, la probabilité. On va diminuer la probabilité d'un choc électrique, donc c'est une sécurité passive. Alors que les moyens de protection, dans ce cas-là, donc on va tout faire pour diminuer la gravité d'un choc électrique. Donc, on parle d'une sécurité, ici d'une sécurité active dans laquelle on va ajouter ou introduire des appareils de protection. Donc parlons, on va entamer maintenant cette première partie qui est les moyens de prévention. Les moyens de prévention bien sûr contre quoi? Contre deux choses, soit les contacts directs ou indirects. Donc on a déjà vu le contact direct, ça veut dire que un contact direct, c'est le contact de l'homme directement avec la partie active du circuit. Par exemple ici, donc on a deux cas de figure, soit entre phase, deux cas de phase et terre, donc on va passer du phase vers la terre, ou bien l'homme, donc le contact entre phase et neutre, passage de courant. Donc on parle des contacts directs, ou bien contact indirect. Qu'est-ce que ça veut dire un contact indirect? Donc contact indirect, on ne touche pas directement à la partie active, mais supposons ici on a une charge, la carcasse donc on a une charge, ça c'est la carcasse ou bien la masse, la carcasse de cette machine. Si on a un défaut d'isolement, entre la partie active, c'est-à-dire par exemple ici le phase et la carcasse de la machine, une fois l'homme va toucher cette carcasse, cette masse, donc on aura un passage du courant, mais de façon indirecte. On ne touche pas directement à la partie active, mais on la touche indirectement. Donc on parle de contact indirect. Bon, les moyens de prévention contre les contacts directs, on peut dire qu'on a plusieurs, mais j'ai opté pour ces trois qui sont l'éloignement. Deuxième, c'est l'interposition d'obstacles. Troisième, c'est l'isolation. Pour les contacts indirects, même si donc on peut utiliser des matériels de classe 2, utilisation ou emploi des très basses tensions de sécurité, donc à travers très basse tension de sécurité, ou bien c'est la mise à terre des masses. Dans ce cas, on parle de régime neutre. Bien sûr, donc ces moyens de prévention contre les contacts directs et indirects, on va voir tout de suite, mais premièrement, on va étudier un petit peu ces moyens, qui sont les moyens contre les contacts directs. Les mesures de prévention contre les contacts directs, donc c'est les mesures de prévention, sont les dispositions des préventions, par exemple, contre les contacts directs, ont pour but d'assurer quoi? D'assurer la mise hors de portée des pièces nues. Donc, si on a des pièces nues,
la mise hors de portée des pièces nues sous tension accessible aux personnes. Donc soit bien sûr la première solution, soit par éloignement des pièces nues sous tension. Par exemple ici on a des lignes aériennes qui sont nues, on doit avoir un certain éloignement, une certaine distance. Bien sûr cette distance elle dépend bien sûr de la tension, de domaine de tension. Est-ce que c'est HTB, ainsi de suite. Donc on éloigne physiquement les pièces nues en général en les élevant par rapport au sol. La distance au sol, au-dessus du sol est au minimum, donc c'est 2,3 mètres dans le domaine de basse tension A ou bien basse tension B. Elle doit être suffisante pour éviter tout contact direct. Très bien, cette distance doit être, elle doit être suffisante pour éviter tout contact direct afin, avec un outil manipulé par le travailleur. Donc c'est un éloignement pour objectif, c'est l'éloignement de personnes. Ici on a donc la norme qui nous donne donc 3 ans de travail, ou bien par 4. Donc si on a une pièce nue sous tension, bien sûr, ici donc c'est une personne qui est en train de travailler, une zone de travail. Donc, suivant bien sûr le domaine de tension, est-ce que c'est basse tension, haute tension A, haute tension B, on a bien sûr ici 4 zones. Qu'est-ce que ça veut dire ces zones? Bien sûr, la première c'est la zone d'investigation, la zone de voisinage simple, la zone de voisinage renforcé et la zone de travaux sur tension. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc, si un homme fait des interventions, un travail non électrique, basse tension, il doit avoir une distance au minimum égale à 0,3 mètres, éloigné de la partie active, de la pièce active. Par exemple, ligne aérienne où il y a 30, un fil conducteur de 0,3 mètres. Sinon, la zone verte, donc, on peut travailler, donc ça dépasse 3 mètres. On voit bien que plus la tension augmente, plus cette distance, l'éloignement de la personne qui fait des interventions, un travail bien sûr non électrique, elle augmente. Donc à haute tension A, donc c'est 3 mètres, mais cette zone, donc, cette zone, ça c'est 60 cm, 2 mètres, ainsi de suite. Donc à haute tension B, donc on voit ici que c'est 5 mètres. À 200 kV, c'est la distance au minimum égale à 4 mètres pour travailler. Donc, bien sûr, des travaux non électriques. Par exemple, ici, donc, on a ici donc, les 3 zones 0, zone 1, zone 2 et zone 3. Donc, dans la zone 3, dans cette zone 3, les travaux, donc toute intervention d'ordre non électrique est interdite. Bien sûr, même dans les nappes, donc les canalisations souterraines, donc on doit avoir une certaine distance ici de 0,5 mètres et une autre de 1,5 mètres, sachant que c'est en fait les canalisations souterraines, on trouve ici des grilles. Ces grilles, bien sûr, suivant la couleur de la grille, on peut estimer donc la partie active. Ça concerne quoi? Ici, donc, si cette grille était électrique, donc les fils, bien sûr, entre la grille et les fils, on doit avoir une distance d'au moins 20 à 30 cm. Si la grille était rouge, donc les canalisations, les lignes, ce sont des lignes d'électricité. Si cette grille, maintenant, elle est verte, donc, cette canalisation, ça concerne quoi? Le domaine de télécommunication. Si c'est jaune, bien sûr, on n'a pas ici chez nous. Donc, si c'est jaune, donc c'est la canalisation du gaz. Si c'est bleu, c'est la canalisation de l'eau, et ainsi de suite.
Les mises en place, donc la deuxième solution de prévention, la mise en place d'obstacles. Dans ce cas-là, on place un obstacle entre l'individu, bien sûr, et les pièces sous tension à l'aide, bien sûr, des coffrets, boîtiers, grillages, des plaques. Bien sûr, on peut même utiliser des lunettes, des gants, des casques. Donc, l'objectif, c'est de mettre un obstacle. On place des obstacles. La troisième solution, c'est l'isolation des pièces nues, bien sûr par l'ajout de quoi d'une gaine. Même si on isole, on fait cet isolement, la gaine, on fait cet isolement, les pièces sous tension, même si on fait ça, bien sûr, même si un appareil électrique peut présenter un risque de contact, même si elle était isolée. Donc les appareils électriques sont donc classés par degré de protection. Donc pour symboliser les degrés de protection, on utilise les lettres IP, c'est-à-dire l'indice, donc on appelle l'indice de protection, l'international de protection, suivi de 2 chiffres caractéristiques. Donc si vous voyez ici, donc on a ici une plaque signalétique d'un moteur, toujours vous trouvez ce code-là, ou bien ce code-là, donc c'est par exemple IP55, c'est quoi? Donc c'est l'indice de protection 5.5, donc on va voir qu'est-ce que ça veut dire. Donc les indices de protection IP ou bien IK caractérisent l'aptitude d'un matériel à supporter des agressions externes. Ces agressions externes peut être classées en 3 types. Soit poussière et corps solide, soit la pénétration des liquides, donc la pénétration des poussières et des corps solides, pénétration des liquides et les chocs électriques. Donc poussière et corps solide, on aura des indices entre 0 et 6. Pénétration des liquides, c'est le second chiffre, donc entre 0 et 9. Et le choc mécanique, c'est l'IK, ça va entre 0 et 10. Donc vous trouvez toujours donc, un indice horaire, en fait un indice de protection comme ça. Donc le IP, le premier chiffre ici, donc il concerne donc, la pénétration des poussières et des corps solides à l'intérieur de cette pièce, de ce matériel. Le deuxième chiffre, c'est la pénétration des liquides, l'eau ou autre. Donc c'est entre 0 et 9. Et le troisième, donc ici on n'a pas un chiffre, ici on ajoute une lettre. Ça concerne quoi? Donc ça concerne donc protection contre l'accès de la personne. Donc comment on va accéder à l'intérieur? Donc l'intérieur de la machine, soit par les doigts, soit par les outils, les tournevis, soit par le dos de la main, soit par des fils électriques. Donc ça donne une idée sur l'indice de protection, ou bien l'indice de protection IK, donc avec ce chiffre-là, il nous donne un renseignement sur la résistance mécanique au choc. Comment est-ce que cet appareil résiste au choc? Donc choc, donc l'indice de protection par exemple, indice donc de 0 à 10. Cet indice il varie de 0 à 10. Si égal à 10, donc c'est la résistance à 20 joules, c'est-à-dire 5 kg pendant de 30 km. Donc IP, donc cet indice de protection, donc comme je viens de dire, le premier chiffre compris entre 0 et 6, c'est la protection contre les corps solides. Deuxième chiffre, c'est la protection contre l'eau. Les lettres additionnelles, c'est l'accès aux parties dangereuses. Par exemple, ici, si on prend cet élément, c'est cet exemple, le IP34C. Donc l'indice de protection 3, c'est quoi? Donc on a la pénétration des corps solides d'un diamètre supérieur à 2,5. Donc tout corps solide, bien sûr, inférieur à 2,5 mm, il pénètre. Supérieur à ça, il ne pénètre pas. 4, c'est la pénétration, le niveau de pénétration des projectons. Voilà, et c'est le contact direct avec un outil d'un diamètre supérieur à 2,5. Si vous voulez ici, donc on a un appareil ici, donc, dans laquelle toujours on trouve cet indice de protection IP, donc IP 54. Voilà, donc on a vu bien sûr ici donc les moyens de prévention contre les contacts directs. On a vu ces 3 rapidement. Concernant les moyens de contact indirect, donc, comme je viens de dire, donc c'est l'utilisation du matériel de classe 2. Donc cela veut dire cela nous amène à prévoir
Donc, qu'est-ce que ça veut dire classe de matériel? Quelles sont les classes de matériel? Deuxième, c'est l'emploi d'une très basse tension, donc inférieure à 100 à 50 ou bien 100 volts. Le troisième, c'est le régime neutre, qu'on va voir bien sûr, surtout sur la partie protection. Donc, quand on parle de classe de matériel, donc on a finalement 4 classes de matériel: classe 0, classe 1, classe 2, classe 3. Donc vous voyez ici que dans les classes 1, donc ça concerne les types des appareils, sont les appareils domestiques ou industriels, dont la partie métallique, c'est-à-dire le carcasse de la machine, doit être reliée bien sûr à la terre ou bien au fil de PE, de protection. Deuxième, donc classe 2, ce sont quoi? Ce sont par exemple les outils portatifs, les multimètres, certains multimètres tables, certains oscilloscopes. Donc qu'est-ce qu'on a ici? On a ici une double isolation. Dans ce cas-là, on ne doit pas relier donc, ces appareils à la terre. Troisième cas de figure, donc c'est les appareils alimentés en très basse tension, à savoir les trains électriques, les jouets, les outils parfaits, portatifs, les lampes baladeuses. Donc je résume ce petit tableau ici. Donc l'utilisation comme je viens dit, donc la moyenne de prévention, c'est l'utilisation des matériels de classe 2. Bien sûr, classe 0, c'est quoi? Donc on n'a pas de symbole ici. Donc l'utilisation, elle était interdite dans l'industrie et sur les chantiers. Donc on n'utilise pas des matériels de classe 0. Les matériels de classe 1, donc ce sont les matériels qu'on utilise couramment, donc tous ces matériels devront être reliés obligatoirement à la terre. Donc, vous voyez ici même, son symbole, c'est un symbole de la terre. En fait, les matériels de classe 2, donc c'est ça la solution. Qu'est-ce qu'on fait? On a ici une double isolation, c'est-à-dire on n'aura pas, c'est-à-dire que si une personne touche en fait la carcasse, on n'aura pas bien sûr contact indirect. Donc si on fait pourquoi on a ici une double isolation. Et dans ce cas-là, on ne doit jamais relier ces types d'appareils à la terre. Et le troisième cas de figure, en fait, les appareils de classe 3, donc ils ne sont pas aussi reliés à la terre, ce sont les lampes baladeuses alimentées, qui sont tous les appareils qui sont alimentés en très basse tension, les lampes baladeuses alimentées en très basse tension. Bien sûr, deuxième solution donc, pour se prévenir contre les contacts indirects, c'est l'utilisation de très basse tension. Donc, comme je viens de dire, c'est toujours utilisation, donc on utilise des tensions inférieures à 50 volts, donc on est dans le domaine très basse tension. Maintenant, on va entamer donc, la partie la plus importante, c'est les moyens de protection. Moyens de protection. De protection de qui déjà? Donc on parle de protection soit des personnes, soit bien sûr la protection des personnes, toujours donc on a deux éléments. On utilise un dispositif différentiel à courant résiduel, le DDR, ou bien si vous voulez même disjoncteur différentiel à courant résiduel. Donc le mot disjoncteur a une autre fonction qui est donc la protection contre les cours, bien sûr les courts-circuits. Donc ça c'est un disjoncteur différentiel à courant résiduel et toujours avec une mise à terre des masses. C'est le régime neutre. Donc la protection des personnes, c'est la combinaison entre ces deux éléments. L'utilisation d'un disjoncteur différentiel à courant résiduel et la mise à la terre de quoi? Des masses de toutes les charges, de toutes les machines, et ainsi de suite. Bien sûr, d'autre part, on a donc, bien sûr la mise à terre de toutes les masses. D'autre part, la protection de qui? La protection donc des biens, des personnes. Maintenant, la protection des biens. La protection des biens contre quoi? Contre donc trois choses. Donc la première, c'est la surintensité. Qu'est-ce que ça veut dire surintensité? Donc soit la surintensité, donc on va voir ça en détail. Il faut arriver à cette partie-là. La surintensité, donc c'est deux choses, c'est la surcharge. Bien sûr, on va utiliser des appareils de protection contre les surcharges.
Et les courts-circuits, bien sûr, on va utiliser des appareils de protection contre des courts-circuits ou des appareils qui permettent de faire donc, la protection des deux. La protection surcharge et court-circuit, donc les surintensité, donc on va voir ça, donc on l'utilise dans le domaine industriel, même dans le domaine domestique. Ce sont les disrupteurs divisionnaires. Ou soit la protection contre les surtensions, par exemple les foudres contre la foudre, donc on utilise des parafoudres, ou bien la protection contre les baisses de tension. On va voir cet appareil par la suite. Voilà, donc ici donc, on a une idée générale sur les moyens de protection, mais pour nous, maintenant, on va entamer cette partie-là. C'est la protection des personnes avec cette combinaison disjoncteur différentiel à courant résiduel avec le régime de neutre. Bon, pour cela, donc, je vais introduire par certains cas de figure dans lesquels on va mettre certains cas de figure. Donc, le premier, donc ici, donc c'est dans cette installation. Bien sûr, on a une charge qui était alimentée. Et bien sûr, on a la masse, la carcasse, bien sûr, de cette charge, la carcasse métallique était reliée à la Terre. Phase, elle était directement liée ici, et le neutre, il est là. C'est bon, et on ajoute un disjoncteur différentiel. Donc, dans ce cas-là, il existe une prise de terre, et il n'y a pas de défaut. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas de défaut d'isolement. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la carcasse de la machine ne touche pas, il n'y a pas de défaut d'isolement entre les fils et la carcasse. Il n'y a un défaut. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Donc, on voit bien que le courant de phase, le courant qui circule dans le phase, va vers la charge, retourne par le neutre et retourne ici. Donc, finalement, le courant qui entre dans le disjoncteur différentiel par phase, c'est lui donc, qui va retourner. Donc, on n'a pas de fluide dans ce cas de figure-là. Bien sûr, on n'a pas de fluide. Donc, le courant de fluide, on n'a pas de fluide, le courant de fluide c'est égal à 0. Donc, c'est tranquille, les choses sont tranquilles. Donc, le disjoncteur ne se déclenche pas parce que les choses sont tranquilles. Maintenant, s'il y a un défaut d'isolement, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la carcasse de la machine touche, par exemple, un fil phase ou neutre. Bien sûr, on aura ici un courant qui va circuler cette fois-ci dans le fil neutre. Donc le courant qui part du phase, il retourne, mais il ne retourne pas, donc il retourne une partie vers le neutre et un courant de fluide qui va circuler vers la Terre. Donc dans ce cas-là, donc le courant de phase n'égale pas le courant de neutre. Dans ce cas de figure, si donc ce courant de fluide il dépasse certaines valeurs qu'on va voir par la suite, que c'est la sensibilité de ce disjoncteur, c'est-à-dire ce courant de fluide, il dépasse la sensibilité, par exemple si on prend 30 mA. Si ça dépasse ça, donc on a déclenchement du disjoncteur. Dans ce cas-là, donc le disjoncteur va se déclencher. Et on n'a pas de problème à ce besoin. Toujours donc cet exemple, donc le troisième exemple, qu'est-ce que je vais faire? Toujours il y a un défaut d'isolement, mais cette fois-ci j'ai annulé le courant le fil de terre. Et toujours on a ici un défaut. Donc finalement, qu'est-ce qui va se passer? Si on a un défaut bien sur le courant de phase, arrivé vers la phase, une partie va retourner vers le neutre. La deuxième partie, si l'on touche cette carcasse, bien sûr ce défaut, donc on aura puisqu'il y a un défaut, donc on aura un passage du courant sur le corps à travers ce ballon. Donc on aura ici un courant de défaut. Donc si ce courant de défaut, bien sûr, dans ce cas-là, donc on a électrisation ou bien électrocution. Bon, électrisation, si le courant de fluide il est supérieur à 0. S'il est inférieur aux sensibilités de ce disjoncteur, il ne va pas se déclencher. Si ça dépasse, donc si ce courant de fluide il est suffisant
a une valeur suffisante donc, qui dépasse donc, la sensibilité de ce disjoncteur, le disjoncteur va se déclencher, mais cette fois-ci, puisqu'on a bien sûr on n'a pas ici donc, le fil de terre pour que ce défaut circule ici, donc le courant de défaut va circuler à travers l'eau. Donc le courant de fuite est non nul, donc le disjoncteur se déclenche, mais on est électrisé. Donc, bien sûr, il va se déclencher sur ce courant de fuite, donc il dépasse la sensibilité de ce disjoncteur. Si ça dépasse pas bien sûr la sensibilité, on est bien sûr électrisé, mais sans que ce disjoncteur se déclenche. Mais en général, c'est ce cas de figure. Donc, le disjoncteur va se déclencher et on est électrisé. Et le quatrième cas de figure, bien sûr, donc on a vu jusqu'à maintenant donc, les contacts indirects. Ce quatrième cas de figure, bien sûr, on utilise le prise de terre, mais cette fois-ci, le bonhomme, il va toucher, donc on aura un court-circuit, il va toucher donc, le phase et le neutre. Qu'est-ce qui va se passer ici? Donc, le courant, bien sûr, le courant de phase donc, rentre, donc on rentre par, donc, bien sûr, le parcours de courant à travers l'âme et il retourne vers le neutre. Donc, le disjoncteur ici ne se déclenche pas parce qu'on n'a pas de défaut d'isolement. Donc, normalement ici, donc, on doit utiliser bien sûr un appareil de protection contre les courts-circuits qui est le disjoncteur, pas forcément différentiel, mais le disjoncteur. Mais cette fois-ci, on est électrisé sans que le disjoncteur différentiel, sans que le dispositif se déclenche, parce que le courant de phase égale courant de neutre. Dans ce cas de figure, normalement, on doit ajouter, comme j'ai bien dit, appareil de protection contre les courts-circuits. Donc, c'est par exemple un disjoncteur, appareil le disjoncteur différentiel qui va donc le protéger normalement. Il doit être protégé contre les courants. Donc, le courant de fuite est nul. Donc, le disjoncteur ne se déclenche pas et on est électrocuté. Donc, ça entraîne la mort, mais j'ai électrocuté dans ce cas. Dans la suite, bien sûr, donc si vous voyez ici que j'ai parlé uniquement d'un disjoncteur différentiel des courants résiduels et de la mise à terre des masses. Donc dans la suite, on va voir, donc on va bien sûr, on va avoir ces deux entités, donc ce qui concerne la protection des personnes, à savoir donc le principe de fonctionnement de ce dispositif différentiel qui est le disjoncteur différentiel, le principe de fonctionnement d'ILO, la constitution interne d'ILO, le choix de ces disjoncteurs, bien sûr, donc dans sa plaque, la face avant, donc on a certains éléments, certains écrits. Qu'est-ce que ça veut dire ces écrits? Ces différents écrits, ça concerne quoi? Donc, ce régime neutre, quels sont les régimes neutres donc, à utiliser? Bon, par exemple, ici, donc, j'ai mis donc, le fil, les masses de la charge à la Terre. Donc, quels sont les différents cas de régime de neutre? Donc, pour entamer cette partie, donc, je vous demande, premièrement, donc, ici, on a une petite installation domestique. Donc, vous voyez ici, donc, on utilise... on a ici les différents types de charges, par exemple domestiques. Et vous voyez ici qu'on a utilisé certains types d'appareils. Donc ici vous voyez qu'on a des disjoncteurs différentiels. Vous voyez ici que 40, donc c'est quoi? C'est 40 ampères, 40 ampères, 30 milliampères, 30 milliampères. Donc le type AC là, vous voyez que c'est type A. Pourquoi on utilise donc ces disjoncteurs différentiels? Donc avec 700, c'est quoi 730? Un autre plus ou moins le même avec une valeur de, bon, c'est quoi 757, donc on va pousser la sensibilité 500 mA. Donc on utilise ça. Donc quel est l'effet bien ce disjoncteur divisionnaire ici, c'est disjoncteur divisionnaire. Donc quel est son rôle donc, dans cette installation? Pourquoi on a ici plusieurs calibres? Donc finalement je vous demande donc, de me décortiquer cette erreur.
avoir quelques idées. Donc, bien sûr, la suite, je vais parler, donc je vais entamer le bloc pour, bien sûr, pour expliquer donc c'est quoi un dispositif différentiel, c'est quoi un disjoncteur, quelle est la différence bination, ou c'est quoi un disjoncteur différentiel à courant résiduel. Bien sûr, quel est le disjoncteur principal, quel est le disjoncteur divisionnaire, secondaire, quel est le disjoncteur divisionnaire. Donc, concernant ce type d'installation, donc je vous demande bien sûr ici de faire une petite recherche. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Donc, je vous demande de me donner des idées, des petites recherches à ce niveau-là. La même chose, donc je vous demande de chercher, donc c'est quoi le régime TT, qu'est-ce que ça veut dire TT, qu'est-ce que ça veut dire le régime T1, qu'est-ce que ça veut dire le régime IT, quand est-ce qu'on l'utilise, quel est l'avantage du premier, du deuxième, ainsi de suite. Donc, vous cherchez aussi donc, des données sur ces régimes neutres et on se verra donc dans la séance prochaine, donc la troisième séance, pour bien sûr donc cette troisième, ça va concerner ces deux éléments qui est le DDR, on va le détailler beaucoup, on va le détailler, ainsi que les régimes neutres et l'ajout, la combinaison DDR régime de neutre, mise à terre. Donc, et merci pour votre attention.